Deux histoires glaçantes d'exploration souterraine où l'aventure s'est transformée en piège mortel, nous révélant les dangers insoupçonnés des profondeurs. Le 27 décembre 2007, Stuart Goodwill, 33 ans, se préparait pour une expédition spéléologique. L'objectif était d'initier sa collègue Caroline Fletcher, 28 ans, originaire de Keighley, dans le Yorkshire de l'Ouest, à l'univers souterrain qu'il chérissait tant. Caroline avait maintes fois demandé à Stuart de l'emmener faire de la spéléologie, impatiente de découvrir ce qui l'attirait si souvent sous terre, curieuse de ce sport, qui occupait une si grande partie de sa passion et de son temps. Stuart était un spéléologue expérimenté, un homme qui connaissait parfaitement les systèmes de grottes des Yorkshire Dales, comprenant les risques et sachant comment les gérer. Pour la première sortie de Caroline, il avait choisi Alumpot, près de Horton et Ribblesdale, dans le North Yorkshire. C'est l'un des systèmes de grottes les plus populaires de Grande-Bretagne, fréquemment utilisé par les groupes scolaires et les collèges comme initiation à la spéléologie. Stuart et Caroline travaillaient tous deux dans l'industrie du traitement de l'eau. Leurs emplois impliquaient la compréhension des systèmes hydriques, des débits et des processus de traitement, des aspects techniques de la gestion de l'eau dans des environnements contrôlés. Ils partirent le jeudi matin 27 décembre, pénétrant dans le système d'Alumpot avec tout l'équipement nécessaire. Stuart s'était assuré que Caroline était correctement équipée. Casque, lampe, vêtements appropriés, cordes et harnais. Il s'agissait d'une véritable expédition spéléologique menée par un chef expérimenté qui assumait la responsabilité de la sécurité d'une novice. Le système d'Alumpot est vaste, avec diverses routes et chambres reliées par des passages et des puits verticaux. L'un des itinéraires mène à Longlower Churn, un cours d'eau où l'eau s'écoule à travers la grotte. Un ruisseau traverse constamment cette section. Ce n'est pas une grande rivière, juste le flux régulier de l'eau qui a sculpté ses passages au fil des millénaires. Dans des conditions normales, le ruisseau est gérable. Les spéléologues le traversent ou le franchissent sans grande inquiétude. Mais les conditions en surface n'étaient pas normales. Les collines entourant le système de grotte avaient connu de fortes averses. La pluie avait saturé le sol, remplissant chaque dépression, ruisselant des flancs de collines, cherchant le chemin de moindre résistance vers le bas. Dans les Yorkshire Dales, ce chemin mène sous terre. Le calcaire poreux est criblé de fissures, de gouffres et de systèmes de grottes qui drainent l'eau de surface dans des passages souterrains. Lorsque de fortes pluies tombent sur un sol déjà saturé, l'eau s'engouffre directement dans les grottes, transformant des ruisseaux paisibles en torrents en quelques minutes. Stuart et Caroline se trouvaient dans Longlower Churn lorsque l'eau commença à monter. Les crues soudaines dans les systèmes de grottes ne se développent pas progressivement, elles explosent. L'eau qui était à la cheville devient à hauteur des genoux, puis à la taille, puis à la poitrine en l'espace de quelques minutes. Le doux ruisseau se transforme en un torrent tumultueux. Le passage, auparavant facilement navigable, devient un tunnel sous-marin avec un courant suffisamment fort pour faire perdre l'équilibre. À un moment donné, alors que l'eau montait, l'un d'eux perdit pied. Le mécanisme est simple, les spéléologues sont souvent encordés pour la sécurité, surtout lorsqu'une personne expérimentée guide un novice. Si l'un glisse dans le courant, son poids et la connexion de la corde peuvent entraîner l'autre personne. C'était la première sortie spéléologique de Caroline. Elle n'avait aucune expérience des systèmes de grottes, aucune formation en gestion des urgences souterraines, ni le calme appris par la pratique dans des situations difficiles en grotte. Les rivières souterraines en décembre dans le Yorkshire sont d'une froideur brutale, généralement entre 4 et 7 degrés Celsius. L'immersion dans une eau aussi froide sape rapidement la chaleur corporelle. En quelques minutes, l'hypothermie commence. En 30 minutes, la fonction cognitive se détériore. Stuart se trouva face à une décision. Caroline avait froid. En tant que spéléologue expérimenté, Stuart comprenait leurs options. Il pouvait essayer de sortir de la grotte, luttant contre la montée des eaux et le fort courant, tentant d'atteindre la sécurité avant que les conditions ne s'aggravent. Ou il pouvait trouver une position au-dessus du niveau du ruisseau, s'abriter et attendre que la crue passe. Les crues souterraines, même les crues soudaines, sont temporaires. L'eau monte rapidement mais se retire aussi relativement vite une fois que l'eau de surface s'est écoulée. Attendre la crue, trouver une corniche ou une chambre au-dessus du niveau de l'eau et patienter est souvent la bonne stratégie de survie. Stuart prit la décision d'essayer de sortir ensemble. Ils tentèrent de quitter la grotte, se déplaçant à travers les passages inondés, essayant d'atteindre l'entrée en sécurité. L'eau continuait de monter. Le courant se renforçait. Les passages qui avaient été simples à traverser à l'aller devinrent des obstacles dangereux au retour. Mais le désastre frappa au pire moment possible. À un moment donné, pendant leur tentative de sortie, ils s'emmêlèrent dans les cordes qu'ils utilisaient pour leur sécurité. Ces mêmes cordes censées les protéger devinrent des pièges.
Les cordes les maintinrent en place, tandis que l'eau continuait de monter. Ils ne purent se libérer de l'enchevêtrement, ils ne purent atteindre l'air. Le niveau de l'eau monta au-dessus de leur tête. Claire, la femme de Stuart, donna l'alerte lorsque son mari ne rentra pas à la maison. Elle savait où il était allé. Stuart avait fourni des détails précis sur l'itinéraire prévu, le système de grotte et l'heure de retour estimée. Quand il ne rentra pas, elle contacta immédiatement la police du North Yorkshire à 1 du matin. Stuart avait tout fait correctement en termes de préparation et de communication. L'organisation de sauvetage spéléo basée à Clapham, à proximité, répondit à l'appel. 20 sauveteurs se rassemblèrent et pénétrèrent dans le système d'allume-potes, cherchant toute la nuit. Filey, l'officier de service de la CRO, mena l'équipe dans la grotte. Il savait où chercher grâce aux informations fournies par Claire. Ils se dirigèrent vers Long Lower Churn et les localisèrent rapidement. La scène était sinistre. Les deux s'étaient noyés dans Long Lower Churn, retenus par l'équipement de sécurité qui aurait dû les protéger. L'équipe de récupération fut confrontée à la tâche difficile d'extraire les corps des cordes et de les ramener hors du système de grotte. Les récupérations de corps en spéléologie sont physiquement et émotionnellement exigeantes. Les sauveteurs sont souvent eux-mêmes des explorateurs de grottes. Des personnes qui comprennent les risques, qui ont été dans des grottes similaires, dans des conditions similaires. L'équipe travailla méthodiquement dans l'espace confiné. Chaque corde devait être coupée ou dénouée dans une séquence spécifique pour libérer les corps sans les faire bouger brusquement ou les emmêler davantage. L'eau froide, les dimensions étroites des passages et le poids émotionnel de récupérer ces deux personnes, semblables à eux-mêmes, simplement prises par des conditions hors de leur contrôle, rendirent le travail physiquement et mentalement épuisant. Une fois libérés des cordes, les corps furent soigneusement sécurisés dans l'équipement de récupération. Les ramener à travers Long Lower Churn nécessita la coordination de plusieurs membres de l'équipe, certains en avant dégageant le chemin, d'autres derrière gérant les corps, tous s'efforçant de naviguer dans le passage qui avait tué Stuart et Caroline quelques heures plus tôt. L'équipe de récupération remonta ensuite les deux corps à travers le système de grotte, à travers les passages et les chambres, jusqu'à finalement les sortir par l'entrée d'Allumpot. L'opération de récupération entière prit plusieurs heures. Au moment où Stuart et Caroline furent ramenés à la surface, l'aube se levait le 28 décembre. Leurs corps furent remis aux autorités et le travail difficile de notification des familles et de début de l'enquête officielle put se poursuivre. Le moment rendait la situation particulièrement terrible. Quelques jours seulement après Noël, encore pendant la période des fêtes, Claire, la femme de Stuart, faisait face à la réalité que son mari depuis 3 ans était mort. La famille de Caroline digérait la perte d'une jeune femme qui avait été excitée d'essayer la spéléologie pour la première fois. L'enquête du coroner au tribunal de Skipton examina les circonstances des décès. Le sauveteur spéléologue David Gallivan fournit un témoignage d'expert sur la décision que Stuart et Caroline avaient prise. Son évaluation fut catégorique. La décision d'essayer de quitter la grotte était une erreur. Ils auraient pu survivre s'ils avaient attendu la crue, trouvé une position au-dessus du niveau de l'eau et attendu que la crue se retire, plutôt que de tenter de sortir à travers la montée des eaux. Claire Goodwill décrivit son mari comme brillant et nota qu'il avait tout fait correctement. Caroline était une collègue et elle lui avait demandé plusieurs fois de l'emmener faire de la spéléologie. C'était quelque chose qu'il aimait. Stuart partageait sa passion avec une amie, l'introduisant au monde souterrain qui le fascinait, le faisant de manière responsable avec un équipement et une planification appropriée. Il est mort en essayant de la sauver lorsque les conditions sont devenues mortelles. Allumpot est resté l'un des systèmes de grottes les plus populaires de Grande-Bretagne après la tragédie. Les groupes scolaires et les collèges ont continué à l'utiliser comme grotte d'initiation. Le cours d'eau de Long Lower Churn a continué de s'écouler, parfois doucement, parfois comme un torrent lorsque les conditions de surface envoyaient de l'eau sous terre. La grotte ne faisait aucune distinction entre les spéléologues expérimentés et les novices enthousiastes. Le 7 février 1988, 3 plongeurs arrivèrent à Orange Grove Sink, dans le comté de Suwannee, en Floride, un dimanche matin. Le gouffre était un système de grotte typique de Floride, un puits vertical descendant dans le calcaire, s'ouvrant sur des chambres et des passages sculptés par l'eau souterraine au fil des millénaires. L'eau claire, la géologie intéressante et le frisson d'explorer des passages sous-marins attiraient les plongeurs vers ces systèmes. Malgré les dangers inhérents, John Gilligan, 18 ans, était le plus enthousiaste à l'idée de cette plongée. Il avait obtenu sa certification PADI Advanced Open Water, un niveau qui indiquait qu'il avait suivi une formation supplémentaire au-delà de la plongée en eau libre de base. Sur une période de 18 mois, il avait enregistré 20 plongées. Ce nombre peut sembler substantiel pour un non-plongeur. Mais dans la communauté de la plongée,
20 plongées représentent une expérience limitée. Plus significativement, Gilligan n'avait aucune certification de plongée en caverne ni en grotte. La formation spécialisée requise pour une plongée sécurisée en environnement clos. Son équipement reflétait son expérience et sa préparation limitée. Il transportait une seule bouteille de 11, 1 litre 80 pieds cubes, la bouteille de plongée récréative standard. Pas de deuxième détendeur, ce qui signifie aucune source d'air redondante si son détendeur principal tombait en panne. Une seule lampe, une UK 500, une bonne lampe sous-marine, mais représentant un point de défaillance unique si elle fonctionnait mal. En plongée spéléo, la règle est de 3 lampes minimum, principale, de secours et de secours d'urgence. Gilligan n'en avait qu'une. Les 3 plongeurs pénétrèrent dans Orange Grove Sink et descendirent dans la caverne inférieure. Le passage s'ouvrait depuis le puits d'entrée sur de plus grandes chambres, les murs calcaires disparaissant dans l'obscurité au-delà de la portée de leur lumière. L'eau était claire au début, la visibilité s'étendant sur des distances significatives, leur permettant de voir les passages se ramifiant dans différentes directions. Ils prirent une décision qui se révélerait fatale. Ils n'utilisèrent aucun fil d'Ariane. En plongée spéléo, un fil d'Ariane continu vers la surface n'est pas une option. C'est le protocole de sécurité fondamental qui distingue la plongée en grotte de la plongée en eau libre. Le fil d'Ariane marque votre itinéraire d'entrée, fournit une référence tactile en visibilité nulle et offre une connexion physique à la sortie en cas de désorientation. Gilligan mena le groupe plus profondément dans le système de grotte. Son enthousiasme et sa confiance les poussèrent en avant, explorant, cherchant ce qui se trouvait au-delà des passages visibles. Ils rencontrèrent 2 étranglements majeurs au fond de la caverne, des passages étroits où le conduit se rétrécissait considérablement, nécessitant un positionnement corporel précis et une respiration contrôlée pour passer sans perturber le limon fin qui recouvrait chaque surface. Gilligan navigua à travers les 2 étranglements, ses compagnons le suivant. Ils émergèrent dans une petite chambre, au-delà de la 2e restriction. La chambre n'avait rien de remarquable, juste un autre vide dans le calcaire, n'offrant aucune caractéristique particulièrement intéressante, ni de passage menant à une grotte vierge. Gilligan estima qu'il n'y avait rien ici qui valait le risque de continuer, et décida de faire demi-tour. Il sortit son ardoise, une tablette d'écriture sous-marine que les plongeurs utilisent pour communiquer lorsque la communication verbale est impossible. Il écrivit un message à son compagnon « Rien ici, partons ». La décision de sortir était judicieuse. Ils avaient pénétré profondément dans la grotte, traversé 2 étranglements et n'avaient rien trouvé de particulièrement intéressant. Il était temps de retourner à l'entrée et à la surface. Mais la sortie serait bien plus difficile que l'entrée. Les 3 plongeurs avaient soulevé du limon pendant leur trajet aller. Des coups de palme près du fond, des corps frôlant les parois, des mouvements à travers les étranglements. En eau libre, les sédiments perturbés se dispersent rapidement dans le courant. Mais dans les grottes avec un débit d'eau minimal, le limon se comporte différemment. Il reste en suspension dans la colonne d'eau, réduisant la visibilité de plusieurs mètres à quelques centimètres en quelques secondes. La perturbation qu'ils avaient créée à l'aller les attendait maintenant au retour. Le compagnon de Gilligan commença à reculer hors de la chambre, se déplaçant avec précaution, essayant de retracer leur itinéraire, mais la visibilité était déjà nulle. L'eau qui avait été claire était maintenant totalement chargée de limon. Un brouillard brunâtre qui absorbait la lumière rendait la navigation impossible, transformant des passages familiers en environnements étrangers où l'on ne pouvait pas voir sa main devant son visage. Le compagnon réussit à reculer malgré les conditions. Être se déplaça-t-il suffisamment lentement pour éviter de créer des perturbations de limon supplémentaires. Ils retracèrent avec succès leur itinéraire à travers les passages encombrés de limon et émergèrent de nouveau dans une eau plus claire. Gilligan prit une décision différente. Au lieu de reculer par où ils étaient venus, retracer l'itinéraire connu à travers les 2 étranglements, il décida de monter verticalement. Mais ce n'était pas de l'eau libre. C'était un système de grottes avec une géométrie tridimensionnelle complexe. Monter ne menait pas nécessairement à la sortie. Cela pouvait mener à une poche sans issue dans le plafond. Cela pouvait mener à un étranglement trop étroit pour passer. Cela pouvait ne mener nulle part. En montant, il vit un trou vertical qui semblait praticable. Gilligan s'engagea dans le trou vertical étroit, son corps s'élevant dans l'étranglement. Le trou était à peine praticable, nécessitant un positionnement corporel précis. Sa seule bouteille de 11, 1 litre, contenait une quantité finie de gaz respiratoire et il en avait déjà consommé une partie significative pendant le trajet aller et l'exploration. Chaque respiration épuisait son approvisionnement restant. Chaque instant passé à naviguer dans le passage vertical étroit le rapprochait du moment où il actionnerait son détendeur et n'obtiendrait rien. Ce moment arriva alors qu'il était encore dans l'étranglement. Gilligan manqua d'air.
La jauge devait être dans la zone rouge depuis des minutes, le prévenant qu'il approchait de la fin. Puis vinrent les tirages de plus en plus difficiles sur le détendeur à mesure que la pression de la bouteille chutait. Finalement, le moment où il inspira et n'obtint aucune résistance. La bouteille était vide. Il n'y avait plus d'air et il était toujours coincé dans un trou vertical étroit à 37 mètres de profondeur, 120 pieds sous la surface, dans une grotte chargée de limon. Sans air, la panique s'installa immédiatement. L'instinct de respirer est accablant. On peut retenir sa respiration pendant un temps limité, mais finalement, le corps réclame de l'air. Gilligan essaya de continuer à monter à travers l'étranglement, essayant d'atteindre ce qui se trouvait au-dessus, espérant désespérément que cela menait à la surface, ou du moins à une poche d'air piégée où il pourrait respirer. Mais l'étranglement était trop étroit, ses mouvements trop paniqués, son corps incapable de naviguer dans la géométrie de la roche avec la précision requise. Il resta coincé et manqua simplement de temps. L'envie de respirer devint irrésistible. Quand il ne put finalement plus retenir son souffle, il inhala de l'eau au lieu de l'air. L'eau remplit ses poumons, déclenchant une toux violente qui ne fit qu'aspirer davantage d'eau. En quelques minutes, il était inconscient. Quelques minutes plus tard, il était mort, coincé dans un trou vertical étroit, sa lampe Yuke 500 brûlant toujours, marquant l'emplacement de son corps dans l'obscurité. Ses compagnons remontèrent à la surface sans lui. Ils l'attendirent, de plus en plus inquiets à mesure que les minutes passaient. Finalement, ils réalisèrent qu'il était toujours en bas et ne reviendrait pas. Ils avisèrent immédiatement les autorités, fournissant les informations qu'ils purent sur l'endroit où ils avaient été dans la grotte et où ils avaient vu Gilligan pour la dernière fois. Une équipe de récupération fut assemblée. Des plongeurs spéléo expérimentés qui effectuaient régulièrement des récupérations de corps furent contactés et répondirent à Orange Grove Sync. Les survivants fournirent des indications. À travers le puits d'entrée jusqu'à la caverne inférieure, à travers 2 étranglements majeurs, jusqu'à une petite chambre, les plongeurs de récupération préparèrent leur équipement, examinèrent la description de l'itinéraire et pénétrèrent dans le système de grotte. Ils naviguèrent à travers les passages, suivant la description fournie par les survivants. Lorsqu'ils atteignirent la zone générale où le corps de Gilligan devait se trouver, ils essayèrent une technique inhabituelle. Ils éteignirent leurs lampes. Dans l'obscurité absolue de la grotte, sans aucune lumière pour voir, ils cherchèrent toute source d'illumination. Et là, elle était une lueur venant d'en haut, d'un trou vertical étroit. La lampe Yuke 500 de Gilligan brûlait toujours, produisant toujours son faisceau caractéristique. La lumière qui était censée le guider vers la sécurité était devenue un phare marquant l'endroit où il était mort. Les plongeurs de récupération naviguèrent vers la lueur, localisèrent le corps de Gilligan coincé dans l'étranglement vertical à 37 mètres de profondeur, 120 pieds, et commencèrent le difficile processus d'extraction. L'équipe de récupération réussit à sortir le corps de John Gilligan d'Orange Grove Sync plus tard dans la journée. L'adolescent de 18 ans qui était entré dans l'eau ce matin-là, enthousiaste et confiant, fut transporté à la surface et remis aux autorités. L'analyse de la mort de Gilligan révéla une cascade d'échecs et de mauvaises décisions. Il était entré dans un système de grotte sans formation ni certification en plongée spéléo. Il n'avait utilisé aucun fil d'Ariane, éliminant l'outil de sécurité principal qui empêche les plongeurs de se perdre. Il avait transporté un équipement inadéquat. Une seule bouteille sans source d'air redondante, une seule lampe sans secours. Il avait mené ses compagnons profondément dans le système à travers 2 étranglements jusqu'à une petite chambre. Lorsque les conditions devinrent difficiles en raison de la visibilité nulle due au limon, il avait pris la décision fatale de tenter une ascension verticale à travers un trou étroit inconnu, plutôt que de reculer par l'itinéraire connu.